Nouveau journal sur Héritage Radio-Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est parti pour les titres. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a annoncé des résolutions prises par le gouvernement et les syndicats de médecins afin de résoudre la problématique de la grève déclenchée par le médecin en République démocratique du Congo. Vous suivrez les détails dès le début de ces journaux. Les agents de l'Observatoire volcanique des Goma-OVG sont entrés en grève ce mercredi 28 juillet. Son directeur général a émis l'existence de ces mouvements dans ces structures. Vous suivrez sa réaction dans ce journal. Et puis, arrestation ce mercredi 28 juillet à Kipushi des 4 voleurs de câbles électriques de haute tension par le service de sécurité de la place. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. Les confessions religieuses ne sont toujours pas arrivées à un consensus dans les choix du président de la Commission électorale nationale et indépendante. Situation critiquée de part et d'autre dans le chef des analystes politiques, le choix des tendances confondues. Jean Bayo nous fait le point. Il ne s'agit pas, pense Alain Camus de l'UDPS, d'un non-consensus, mais plutôt un boycott de la CENCO et les CC qui, comme toujours, voulaient imposer leur choix malgré leur minorité. Il ne s'agit pas du non-consensus. Il y avait 8 confessions religieuses qui constituent la société civile qui devrait nous donner un président de la CENI. Mais sur 8, 6 ont porté leur choix sur M. Denis Kadima. Alors moi je pense qu'il s'agit d'un président d'une centrale électorale, d'une commission électorale, disais-je, et qui ne devrait pas être un fruit d'un consensus. Ils se sont tous mis d'accord pour qu'il y ait élection, et cette élection a bel et bien eu lieu. D'après Denis Bélessi, cadre de la Mouka, toutes les 6 confessions réunies ne font pas le poids de la CENCO et les CC qui ont individuellement joué un rôle important à travers l'histoire de la RDC. Il accusant de la politisation au profit du régime qui voudrait, dès le départ, écarter les plus forts. Nous devons quand même respecter les mérites structurels des églises catholiques et églises protestantes. Ce sont les églises qui sont vraiment dans les sociales de la population, qui ont aussi un grand effectif de personnalités et de personnages reconnus dans ce pays. Maintenant, vous rejetez l'église catholique, vous rejetez l'église protestante pour vous organiser seul. Non, là, on ne sera pas d'accord. Les confessions religieuses poursuivent-elles l'intérêt de la République? Ne faudra-t-il pas dépolitariser les confessions religieuses? S'interroge Prince Amouli du FCC qui s'inquiète des éternels désaccords au sein de ces instances de la société civile depuis 2006. Je me dis qu'est-ce que l'Église est allée loin de sa frontière? Voilà des questions que j'étais en train de me poser avant que vous n'arriviez. Ou alors parce que l'Église est devenue politisée. Moi je me disais, l'Église disait qu'il faut dépolitiser la centrale électorale, mais par contre, aujourd'hui, je crois qu'il faut dire qu'il faut dépolitiser les confessions religieuses. Parce que maintenant, ils ont des tendances, maintenant, ils ont des affinités, maintenant, ils ne sont plus au milieu du village. Donc, je crois que c'est quand même quelque chose qui n'est pas très bon parce que ça nous ramènera nulle part. Pour Janon Pagna, la situation actuelle est une récidive du scénario Ronsard Malunda. Pour cet analyste indépendant, après 3 cycles électoraux chaotiques, la présidence de la CENI ne devrait plus être accordée aux confessions religieuses qui ont largement prouvé leurs limites dans l'organisation des élections par rapport aux attentes de la population. Les confessions religieuses ont dirigé cette prestigieuse institution pendant 3 cycles électoraux, 2006, 2011 et 2018, et les résultats étaient contestés et que cette fois-ci, on pouvait changer les choses en donnant peut-être à l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir, la présidence, pour voir si on peut changer ou chercher la société civile non des confessions religieuses pour essayer un peu de maximiser la chance. 6 des 8 confessions religieuses ont désigné mardi 27 juillet, conformément à la demande de l'Assemblée nationale, Denis Kadima comme futur président de la centrale électorale, sans la complicité de la CENCO et l'ECC, qui continue à appeler à un choix judicieux pour des élections crédibles.
Une parade spéciale prévue le samedi 31 juillet à Kinshasa, au stade de Martyrs. Silvano Kassongo Kitenge, commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise et chef de la police ville de Kinshasa, dit organiser cette activité suite aux bavures policières constatées pendant les contrôles de port de masque. En l'espace d'une semaine où 2 drames se sont produits. D'abord la mort par balle de l'étudiant Honoré Chama le samedi dernier et celui survenu ce mercredi toujours à Kinshasa où un policier a tiré par inadvertance sur son supérieur pendant une opération de contrôle de masque dans la commune de Bandalungwa. Ce dernier a été touché en pleine tête et acheminé à l'hôpital du camp Kokolo. Le drame est arrivé alors que le policier s'est disputé une arme avec un civil. Ajoute les sources policières qu'une victime civile n'a été enregistrée et les policiers propriétaires de l'arme s'y retrouvent à présent aux arrêts. Direction à présent dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Goma où les agents de l'Observatoire volcanique de cette partie de la République ont amorcé ce mercredi 28 juillet les mouvements de grève. Le directeur général AI de cet observatoire de surveillance du volcan Nirangongo, Kasereka Mainda, nie l'existence de ces mouvements dans cette structure. Il parle plutôt d'un service minimum à l'OVG dans le cadre du respect des instructions des autorités pour faire face à la pandémie de coronavirus. J'ai pris de les suivre dans ses propos recueillis par notre correspondant sur place, Patrick Sialoua. Si on a promis, c'est l'autorité suprême qui a promis des changements de conditions salariales au niveau de l'OVG. J'ai confiance. J'ai appelé le matin le délégué syndical, parce qu'il y avait déjà ces rumeurs, même si je n'avais pas encore reçu la lettre. Je l'ai appelé pour lui expliquer que j'étais en contact avec le ministre. Le ministre m'a dit que le processus continue. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de services. On doit voir le ministre des Finances, des budgets, des services de paye. Et ce n'est pas des petits contacts. Surtout changer de banque. Ce n'est pas aussi d'une porte à l'autre. Il faut du temps. Il nous a demandé de prendre patience. Les choses sont en train d'évoluer. Un comité de gestion, quand nous avons vu ça, déjà 2 membres de notre comité de gestion, c'est ce que je disais au délégué syndical, vont se rendre à Kinshasa pour la même cause. Alors, je les ai demandé, au lieu de vous agiter, attendons les gens qui vont aller à Kinshasa. Quand ils vont revenir, certainement ils vont venir avec une réponse. Pour moi, il n'y a pas de grève puisque je n'ai pas de correspondance. Je ne connais absolument rien d'une manière officielle. Il n'y a pas de grève. Il n'y a pas de grève, je n'ai reçu aucune correspondance. De toute façon, à l'absence du directeur général, je fais son intérim. Je n'ai aucune correspondance dans ce sens. Pour le moment, nous avons organisé un service minimum à cause de Covid. Le nombre des agents est limité dans les services. Bon, là, je n'ai pas encore quitté mon bureau, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'extérieur. Pas encore quitté mon bureau. Les gens sont venus m'informer ainsi qu'il y a sur des réseaux sociaux, on a des messages de ce genre. Restons toujours dans cette partie de la République. En Nord-Kivu, 6 militaires, dont 5 officiers supérieurs et un sous-officier de la 3e classe, sont aux arrêts à Beni depuis le mardi dernier. Ces derniers sont accusés de détournement des fonds alloués aux opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. Ils ont été arrêtés par l'inspecteur général de forces armées de la République démocratique du Congo, le général Amissi Kumba, dit Tangofor, qui poursuit sa visite dans cette zone. Je prie de suivre les détails avec le porte-parole de l'inspecteur général de forces armées dans ses propos recueillis par notre correspondant sur place. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, à la tête d'une forte délégation en mission de contrôle, utilisation des fonds publics mis à la disposition des forces armées, dans les 2 provinces en état de siège, Ituri et Nord Kivu, est arrivé à Beni, siège de l'état-major du secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord, dans la 34e région militaire, le dimanche 25 juillet 2021, après l'étape de Bunia en Ituri. Aussitôt arrivé, la délégation a actionné le tapis roulant de contrôle de l'utilisation de fonds dans toutes les unités du secteur opérationnel. Vérification faite sur base des documents référentiels
des transferts de fonds, des pièces justificatives d'utilisation, il s'est avéré quelques dérapages. Ici, 6 militaires, dont 5 officiers supérieurs et un sous-officier de 3e classe, sont impliqués dans un détournement avéré de fonds. L'ex-Doura cède l'ex. Ils sont mis à la disposition de la justice à l'auditorat militaire de la garnison de Béni pour être transférés à l'auditorat supérieur à Goma pour enquête. Il s'agit de le colonel Lumbu Mutindu Polidor, chargé de l'administration logistique au secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord. Lieutenant-colonel Kangani Cyprien, chef S1 de la 32e brigade de réaction rapide. Lieutenant-colonel Ngibiricho Joseph, T2, donc chargé de renseignement au secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord. Lieutenant-colonel Kazadi, T4, donc chargé de la logistique au secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord. Major Bolabola, S1 au 141e bataillon spécial et le sergent Lema Kilolo, secrétaire au bureau 1 de la 32e brigade de réaction rapide. L'enquête continue. Après Béni vient l'étape de Goma. Parlons santé à présent. Je le disais dans le titre, des résolutions ont été prises par le gouvernement et les syndicats de médecins à la suite de la réunion tenue le mardi dernier à Kinshasa afin de résoudre la problématique de la grève de médecins en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention dans un communiqué officiel. Gloria Panga nous en dit plus. Suivez. Ces résolutions ont été prises sur le plan pécuniaire et administratif, rapporte le document. Sur le premier plan, une somme de 200 000 à 400 000 francs congolais va être allouée pour les mois de juillet, d'août et de septembre, et 320 000 à 640 000 francs congolais pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre, du médecin le moins gradé au plus gradé. En ce qui concerne le plan administratif, le document rapporte que toutes les revendications ont été prises en compte. C'est notamment la notification en grade, la signature de l'ordonnance présidentielle, la mécanisation des médecins avec numéro matricule en cours d'exécution. Pour l'intégration des revendications supplémentaires dans la loi des finances exercice 2022, le gouvernement congolais a appelé les syndicats des médecins à prendre part à la conférence budgétaire au mois d'août prochain. Pour rappel, les médecins des hôpitaux publics observent la grève depuis le début du mois de juillet partout en RDC. Ils revendiquent notamment l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Le jeudi 22 juillet, le SINAMED a annoncé la radicalisation de la grève à Kinshasa. Cette situation coïncide avec la 3e vague de la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. Parlons à présent de la situation sécuritaire dans la province du Haut-Katanga. À Kipushi, 4 voleurs de câbles électriques de haute tension ont été arrêtés ce mercredi 28 juillet par les services de sécurité de la place. Les vols de ces câbles deviennent de plus en plus fréquents dans cette partie de la province. Le détail, c'est avec Thierry Kibombe et Patrick Sadi. 4 voleurs des câbles électriques en cuivre haute tension de la Société nationale d'électricité ont été interceptés ce mercredi par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les éléments de la police ainsi que les éléments de l'Agence nationale des renseignements dans la cité frontalière de Kipushi. C'est le 1e cas de vol des câbles électriques dans cette contrée. L'administrateur adjoint du territoire de Kipushi encourage les services de sécurité pour les efforts conjugués dans la lutte contre l'insécurité et les vols à répétition de ces câbles. Le FARDC et aussi de la police pour l'effort et les concours qui continuent à faire dans notre territoire, non seulement dans le territoire de Kipushi, mais aussi dans la province de Haut-Katanga. Ce sont des actes civiques. On ne peut pas encourager cet acte parce que le vol des câbles, ça devient maintenant un monnaie courant dans la province de Haut-Katanga. C'est pourquoi nous ne devons pas rester mains croisées. On doit toujours encourager aussi notre gouverneur par rapport à l'effort qu'il est en train de faire pour la population. Parce que le courant, ça fait partie de la vie quotidienne de la population. Après la présentation de ces malfrats au numéro 2 du territoire, ce lot de câbles a été acheminé à l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo de Kipushi avant de les déférer au tribunal des grandes instances de la place.
L'actualité en international, la rencontre entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, deux grands hommes politiques et chefs d'État ivoiriens, était inattendue, intervenue 10 ans depuis la violente crise post-électorale de la présidentielle de 2010. Une rencontre qui enterre la hache de guerre et qui devra servir d'exemple pour tous les autres acteurs politiques africains. En tout cas, c'est ce qu'estime Frédéric Amani, analyste des questions internationales, dans ses propos recueillis par Israël Mouteba et Passion Kabamba. Je crois que c'est l'occasion de saluer la grandeur d'un homme d'État, n'est-ce pas, le président Ouattara, parce qu'il s'est montré ouvert vers, n'est-ce pas, son ancien challenger qui est Laurent Gbagbo. Et quelle lueur ou espoir pour la politique africaine. Est-ce que la rencontre entre les deux hommes africains, c'est-à-dire le président Ouattara et Laurent Gbagbo, montre qu'on n'est pas ennemis éternellement et que l'ennemi d'hier peut devenir ami ou allié ou partenaire d'aujourd'hui. Et que surtout qu'ils gèrent ou qu'ils travaillent non pour leurs intérêts communs, mais pour l'intérêt général, pour l'intérêt des Ivoiriens, et que ce qui s'est passé, c'était par rapport à leur positionnement, mais parce qu'ils sont dans la quête de la paix, de la réconciliation au niveau de la Côte d'Ivoire, eh bien, l'apport de chacun est important pour construire la paix au niveau de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, on ne peut pas construire ou on ne peut pas avoir quelque chose de solide, je vais parler du développement, lorsque on est dans la division, on est dans le désordre. Alors il fallait que Laurent Gbagbo, parce que c'est aussi un homme ivoirien qui est écouté, il fallait que chacun apporte, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une pierre à l'édifice pour qu'ensemble, qu'ils puissent construire une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire développée. Donc, c'est un signe pour la politique africaine, pour montrer à d'autres dirigeants africains, à d'autres hommes d'État que après les élections, il y a possibilité de vivre en paix et que les adversaires politiques d'hier peuvent devenir des alliés, des amis d'aujourd'hui. Et c'est un bon signe et nous encourageons que d'autres dirigeants africains emboîtent les pas pour l'émergence d'une politique africaine tournée vers le futur, tournée vers l'avenir et non tournée vers le passé. Parlons célébration à prison. Le 28 juillet de chaque année, c'est la journée mondiale contre l'hépatite, un virus qui affecte principalement justement le foie chez les êtres humains. À l'occasion, le docteur Ami Abel est revenu sur le contexte de cette journée, les causes et quelques recommandations pour éviter cette maladie. Israël Mouteba. Les hépatites, ce sont des maladies inflammatoires du foie. Le foie, c'est un organe plein chez tous les vertébrés, y compris les hommes, qui se trouve dans la cavité abdominale vers le haut du côté droit. Alors le foie, c'est un organe majeur dans le métabolisme principalement du glucide. Et puis il sécrète ce qu'on appelle la bile, qui joue un rôle important dans la dégradation des graisses que nous consommons. Alors le foie peut faire l'objet de beaucoup de maladies qui peuvent amener ce qu'on appelle une insuffisance hépatocellulaire, donc au niveau des cellules qui le constituent. Et parmi ces maladies, nous avons les hépatites. Les hépatites, il y en a plusieurs. Nous avons par exemple les hépatites toxiques qui sont dues à l'excès de certains aliments, médicaments que nous prenons. Voilà pourquoi il ne faut jamais s'automédiquer. Des substances comme l'alcool, ça dégrade le foie. Donc l'alcool, c'est l'un des principaux facteurs pourvoyeurs des hépatites toxiques, ainsi de suite. Et au-delà de tout, nous avons les hépatites virales qui sont de loin les plus dangereuses. Les hépatites virales portent le nom de lettres d'alphabet. Hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite D, hépatite E, ainsi de suite. Et parmi ces hépatites virales, les hépatites B et les hépatites C, ce sont elles qui constituent la journée d'aujourd'hui, qui sont les plus dangereuses. Pourquoi? Dans leur évolution, lorsqu'il n'y a pas de traitement, ça va amener d'abord une cirrhose par insuffisance hépatocellulaire. Le foie devient fibreux, ça forme une fibrose et ça se nécrose, ça se détruit, ça devient dur. C'est ce qu'on appelle la cirrhose hépatique. Et lorsqu'il n'y a pas un traitement idoine dans les meilleurs délais, ça fait ce qu'on appelle un cancer du foie, l'hépatocarcinome. Et lorsqu'on a un hépatocarcinome du foie, survivre au-delà de 5 ans relève d'un miracle. Voilà pourquoi c'est trop dangereux. Nous avons deux modes de transmission. Nous avons la transmission verticale de la mère à l'enfant. Donc une femme enceinte
peut transmettre les virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C à son enfant qu'elle porte dans son sein. Et puis nous avons la transmission horizontale. Et là, la voie royale, ce sont des rapports sexuels. Éviter de se blesser, éviter d'utiliser une rasoir que quelqu'un d'autre a utilisé. Voilà comment, par rapport à cette journée, nous pouvons venir à bout des hépatites. Et notre élément majeur, c'est la vaccination. À 6 semaines, à 10 semaines et à 14 semaines, nos enfants reçoivent, entre autres, le vaccin contre l'hépatite B. Et si on peut également avoir le vaccin contre l'hépatite C, ça ferait l'affaire. Avant de prendre la seconde partie, je vous rappelle tout d'abord le principal titre. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a annoncé des résolutions prises par le gouvernement et les syndicats de médecins afin de résoudre la problématique de la grève déclenchée par le médecin en République démocratique du Congo. Vous avez suivi les explications des Glorien Panga. Les agents de l'Observatoire volcanique des Goma OVG sont entrés en grève ce mercredi 28 juillet. Son directeur général a nie l'existence de ces mouvements dans cette structure et parle plutôt d'un service minimum dans le cadre des instructions des autorités pour lutter contre la Covid-19. Arrestation ce mercredi 28 juillet à Ketouchi des 4 voleurs des câbles électriques de haute tension par le service de sécurité de la place. Vous avez suivi les détails dans ces journaux. Il est déjà avec moi sur ces plateaux, je les reçois dans un instant. Dantita, bienvenue. Merci Ruth Koutemba. À la une de votre revue de presse, CENI, les chefs des confessions religieuses bloqués. Oui, c'est même la manchette du tri hebdomadaire, les vrais modérateurs, le journal du groupe des presses Héritage. Alors écoutez, on peut lire dans cet article, le père de l'Église ne se sont pas mis d'accord sur le consensus autour du futur président de la CENI. Les travaux du secrétariat technique pour la désignation du président de la commission religieuse se sont clôturés sans parvenir à un compromis. Le porte-parole de cette composante de la société religieuse, Abbé Donatien Cholet, n'a pas dévoilé le nombre de candidats retenus. Il dit réserver la primeur à la plénière. Selon certaines indiscrétions, la candidature de Denis Kadima aurait divisé la majorité de chefs des confessions religieuses, d'un côté contre la SAMCO et les CC de l'autre côté. Il ne pouvait pas en être autrement, d'autant plus que le consensus n'est pas congolais. Alors sur la même question, Mediacongo.net qui titre « Récusé par les catholiques et les protestants », le candidat Denis Kadima dément être très proche de Tshisekedi. C'est dans cette confusion en tout cas que l'église de réveil des orthodoxes, des musulmans, des kimbanguistes, l'armée du salut, des églises indépendantes se sont retirées au siège de la commission d'intégrité et médiation électorale pour désigner leur candidat commun sur les dos de l'église catholique et l'église du Christ au Congo, bien que Dodo Kamba s'est refusé à donner le nom de leur candidat à la CENI. Toutes les sources s'accordent à dire qu'elles ont jeté leur dévolu sur la personne de Denis Kadima. Denis Kadima, directeur exécutif de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique et candidat de l'église kimbanguiste, est recusé par les catholiques et les protestants. Ces derniers accusent Denis Kadima d'être politiquement proche du pouvoir, mieux de Félix Tshisekedi, ce que dément les concernés. Selon RFI, les directeurs de l'EISA abordé à la sortie pour parler au centre interdiocésain aurait nié d'être proche du chef de l'État, mais a confié qu'il n'est qu'un expert électoral. Je ne suis pas proche du pouvoir, mais un expert électoral international. C'est dans les actes que vous allez me juger, a-t-il déclaré sur RFI. Dernier titre de votre journal des journaux, à la quête d'un deuxième mandat, Félix Tshisekedi, l'urgence d'un recentrage politique à mi-trajectoire s'impose. Oui, à la quête d'un deuxième mandat, Félix Tshisekedi, l'urgence d'un recentrage politique s'impose, s'exclame la prospérité. Le président Tshisekedi veut d'un deuxième mandat, une quête contre vents et marées, certes, mais une ambition légitime et qui porte une validation principale enracinée dans la Constitution. Cependant, exprimer une ambition électorale pour une seconde mandature est une chose et matérialiser une deuxième victoire au scrutin présidentiel en 2023 est une autre paire de manches.
À la lumière de réalité, de la mi-trajectoire, l'équation est hyper complexe. Cependant, la politique congolaise est non seulement dynamique, mais oscillatoire et visqueuse. L'éventualité d'une nouvelle méga-coalition intégrant même certaines figures politiques du PRO apparaissant comme les antagonistes actuels et propulsant Félix Tshisekedi vers une seconde conquête de la magistrature suprême ne relève vraiment pas du registre de l'impossible. Cette assertion est d'autant plus vraie que la politique est l'art des compromis dans l'acception des Joseph et Carens, le compromis en politique 2011-1536 comme un accord sur les différends par la conciliation ou par consentement obtenu par concession mutuelle. Ce sera tout pour cette revue de presse, dominée par le chef des confessions religieuses qui sont bloquées dans la désignation de leurs délégués à la Commission électorale nationale indépendante. Un dossier qui reste à suivre. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ces journaux de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi partout à travers le monde. N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement car l'information reste en continu sur Héritage Télévision.